Le point de l'actualité de ce mardi a commencé par cette audience accordée au coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a échangé ce mardi avec Philippe Poinceau. En fin de mission dans notre pays, il est venu remercier le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'appui que le gouvernement a apporté au système des Nations Unies au cours de ces 5 dernières années. Les ministres ont réussi leur examen devant les députés après avoir présenté leur budget alloué au financement de leur ministère. Téné Birahima Ouattara de la Défense, Vagondo Diomandé de l'Intérieur et de la Sécurité et Sanson Kambile de la Justice ont pu convaincre les députés dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'État. Et puis du football, CAN 2025, la Côte d'Ivoire sera bel et bien présente au Maroc en fin d'année 2025, ça on le sait, mais après 2 défaites d'affilée, les Ivoiriens devaient se rassurer et faire de même pour leur public. C'est chose faite, les éléphants ont étrillé le Tchad lors de la dernière journée des éliminatoires, 4-0, score final au Félicia ce mardi. D'abord, cette rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, le représentant résident du système des Nations Unies en fin de mission en Côte d'Ivoire, a fait le point de la coopération avec le chef de l'État. Voici les détails de Mama Traoré. Depuis janvier 2020, Philippe Poinceau œuvre à ce que les structures du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire interagissent de manière cohérente et intégrée, de sorte à apporter des réponses aux besoins nationaux. En fin de mission, le coordonnateur résident du système des Nations Unies vient faire ses adieux au chef de l'État. Il dresse un bilan positif de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Une contribution que nous avons pu apporter sur des questions de développement avec des ressources qui ont été mobilisées aussi en addition à celles de la Côte d'Ivoire. Et puis, j'en ai profité également pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les belles réalisations en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'institutions qui ont été mises en place et bien sûr d'infrastructures qui viennent soutenir l'essor du pays. Je quitte cette fonction avec très optimiste, avec le sentiment que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Et si elle continue comme ça, sera un modèle pour l'Afrique entière. 18 organismes, dont l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la FAO ou encore ONU Femmes forment le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En bref, en image, une délégation de la Fédération internationale de basketball FIBA, conduite par son président, le Qatari Saud Ali Al-Thani, a été reçue ce mardi par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Sujet abordé, entre autres, la tenue du Women's Afro Basket 2025 en Côte d'Ivoire. Saud Ali Al-Thani a sollicité l'appui institutionnel du Premier ministre. Il a également exprimé la volonté de la FIBA à amplifier ses activités en terre ivoirienne. L'agrandissement du siège social de la FIBA et la construction d'une académie de formation au métier du sport ont été évoqués au cours de cette audience. On passe au football et la CAN 2025. La Côte d'Ivoire sera bel et bien présente au Maroc en fin d'année 2025, ça on le sait. Mais après 2 défaites d'affilée, je le disais, les Ivoiriens devaient se rassurer et faire de même pour leur public. C'est chose faite. Les éléphants ont étrillé le Tchad lors de la dernière journée des éliminatoires. Score final, 4-0 au Félicia ce mardi. Le point de RTI Sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont retrouvé le sourire après 2 défaites consécutives. Franck Kessié et ses coéquipiers ont su relever la tête et se montrer intraitables au stade Félix Houphouët-Boigny. En témoigne cette première réalisation de la partie signée Bayo Vakoum. Le prodige ivoirien Simon Adingra confirme la domination ivoirienne. 2-0. Après la pause, le collectif ivoirien bien rodé fait plier le Tchad. Le solide défenseur central Emmanuel Agbadou ajoute un 3e but d'un plat du pied imparable. Enfin, le chouchou du public, Ouma Diakité, achève le festival ivoirien 4-0. Après cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les éléphants sont désormais tournés vers l'avenir. Le prochain grand rendez-vous sera en mars 2025 pour les éliminatoires du Mondial 2026. Les hommes du président Idriss Diallo
auront à cœur de se qualifier après les échecs de 2014 et 2018. Et avec ces bons résultats, le budget du ministère des Sports sera très vite adopté par les députés. En attendant, des ministres ont réussi hier leur examen devant les députés après avoir présenté leur budget alloué au financement de leur ministère. Téné Birahima Ouattara de la Défense, Vagondo Diomandé de l'Intérieur et de la Sécurité, Sansan Kambile de la Justice ont pu convaincre les députés dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'État. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui entame la série des questions-réponses face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il présente le projet de loi du budget programme 2025 de son département ministériel. Le projet de budget 2025-2027 de l'État ministère de la Défense a connu une hausse de 10,6% par rapport à l'exercice 2024. En effet, le ministère d'État ministère de la Défense est résolument engagé à œuvrer pour doter notre pays d'un outil de défense suffisamment fort pour contrer donc toute menace face à une situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest préoccupante. À l'unanimité des membres de cette commission, le montant de 441 milliards 598 millions de francs CFA est adopté. Les sujets sécuritaires et judiciaires préoccupent également les députés ivoiriens. Les ministres Sansan Kambile et Vagondo Diomandé ont chacun défendu au titre de l'année 2025 les budgets de 122 milliards 499 millions de francs CFA pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Plus de 830 milliards de francs CFA pour l'intérieur et la sécurité. Les deux montants ont été adoptés par vote. Les crédits qui ont été alloués à nos départements ministériels respectifs nous permettront d'avoir la meilleure offre de services aux populations pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'être ce pays-là de référence aujourd'hui qui attire tout le monde parce que nous avons la sécurité, parce que notre justice répond aux normes exigées sur le plan international et notre défense est solide. Les efforts continus du gouvernement ont permis d'impacter significativement l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Il est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024. On reste à l'hémicycle avec cette rencontre entre le réseau des femmes administrateurs, une association qui œuvre pour la promotion des femmes, et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Au cours d'une séance de travail, le réseau a informé le président de l'existence de leur structure ainsi que de la tenue très prochaine de la journée des femmes administrateurs en avril 2025. Konaté Moussa, Zakaria Traoré. Elles souhaitent être au premier plan dans les administrations et veulent prendre une part active dans le développement et le rayonnement de leurs différentes institutions et leurs services. Une volonté que ces membres du réseau des femmes administrateurs sont venus réaffirmer au président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance de travail. Nous sommes regroupés pour deux objectifs. Impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes en mettant à la disposition des décideurs des femmes administrateurs compétentes et des femmes administrateurs capables d'opérer le changement au niveau de leurs services. Premier objectif. Deuxième objectif, nous œuvrons à la promotion, à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. Il s'agit pour nous de promouvoir les femmes administrateurs compétentes et vertueuses au poste de décision et au poste de responsabilité. Le réseau des femmes administrateurs prévoit la célébration d'une journée dédiée à leur statut en avril prochain. Le président de l'Assemblée nationale a donc donné son accord pour le parrainage de l'événement. Un autre événement qui entre dans le cadre du dynamisme et de la perfection, c'est la cérémonie de présentation du projet de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Initiative de Epiphane Zorobalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Tout savoir sur ce projet avec Générosa Quadio et Jean-Marc Djadji. Le président Epiphane Zoro au ministère de la fonction publique pour présenter son projet Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Une initiative de son institution qui a pour ambition de former des leaders intègres et engagés dans la lutte contre la corruption. Pour la ministre d'État Anne Désirée Ouloto,
Ce projet s'inscrit dans la vision de son département ministériel qui est de bâtir une administration de qualité. La mobilisation de la haute autorité pour la bonne gouvernance qui suscite et recherche des leaders en matière de bonne gouvernance va certainement booster cette idée d'avènement de l'Ivoirien nouveau. C'est une offre que nous décidons de prendre à bras le corps et nous allons continuer de travailler à vos côtés. La haute autorité pour la bonne gouvernance souligne l'importance de cette académie qui renforcera la transparence au sein des institutions publiques. Le fondement de l'académie, c'est déjà l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara est le champion de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Faire en sorte que nos belles initiatives soient suffisamment rendues visibles par rapport au contexte de la sous-région, au contexte actuel. C'est nos initiatives qui rassurent. Que la Côte d'Ivoire soit la capitale de la gouvernance et du leadership anticorruption 2025, de le démarrer sur des valeurs et d'envoyer un message à tout le monde sur l'engagement de nos institutions, l'engagement du président de la République à asseoir le développement sur la probité et l'intégrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto et le président Zoro Epifane ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une administration moderne et intègre. Le projet pilote est prévu pour 2025. Voilà la perfection de plus en plus recherchée dans plusieurs domaines. Dans la filière cacaoyère, une nouvelle norme a été mise en place par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle va permettre au cacao d'accéder au marché européen. Sur place, c'est le Conseil Café Cacao qui est chargé d'appliquer cette norme. Comment s'y prend-il? Jean-Luc Bangbo a cherché à comprendre. Voici son reportage. B. Qu'est-ce que dit la norme? Une salle de classe improvisée, avec des élèves tout aussi particuliers, des producteurs de café cacao. Le cours du jour porte sur la norme ARS1000 dans la production du cacao. Donc on va essayer de voir dans la norme, qu'est-ce que la norme dit sur le plan de développement de la cacaoyère. Nous sommes en pleine sensibilisation à Data, un village de producteurs de café cacao situé à 8 km de Divo. Tous ici sont membres de la coopérative Scopad, l'une des 5 coopératives de la région choisies pour implémenter le projet de l'introduction de la norme ARS1000 en Côte d'Ivoire. Il y a des exigences aussi, parce que le cacao, nous ne le consommons pas, c'est les Européens qui consomment, il y a des normes. Donc avec ça, on va s'arranger pour qu'on puisse vraiment vendre nos cacao. La norme ARS1000, qui s'impose désormais dans le quotidien des cacaoculteurs, est une certification du cacao ivoirien. Un ensemble de règles adaptées au contexte des pays africains proposées par la Côte d'Ivoire et le Ghana, les leaders mondiaux de la production cacaoyère. La transmission de la norme au sein de la communauté des producteurs est l'affaire des paysans relais qui reçoivent cette formation. À Data, Henri Joël est l'un d'entre eux. Après les cours, place au terrain, dans une plantation de membres de la coopérative. Papa, s'il vous plaît, où se trouve le milieu de vos champs? Bon, le champ est grand, c'est vers ici. Cette plantation parfaitement boisée et en apparence bien entretenue n'est pourtant pas conforme à la norme ARS1000. Quand tu fais un champ, là, c'est le résultat nous on cherche. Le résultat c'est jet, argent. Bon, si quelqu'un vient et dit non, une fois que tu fais comme ça, là, ta production, là, tu ne vas pas avoir une production. Tu es obligé d'écouter. Dans cette autre plantation, le producteur qui a commencé à appliquer les consignes dit percevoir déjà le changement. Dans mon nettoyage, nous, on retirait, mon travail et moi, on retirait les feuilles mortes totalement. On a vu qu'il fallait un paillage au pied des arbres. Et c'est ce qu'on a respecté. Et quand on a levé les gourmands, on sent que les bois se retrouvent effectivement. Ils sont revitalisés. Des plantations aérées, bien entretenues, reboisées ou des cacaoyers débarrassés des tiges ou branches encombrantes sont la garantie d'une meilleure productivité, selon les initiateurs de la norme ARS1000. C'est une norme qui vient pour aider le producteur à produire du cacao durable et c'est dans une procédure d'amélioration continue pour atteindre les performances escomptées. Adoptée par décret en 2022, cette norme va bien au-delà de l'aspect productivité ou encore revenu des producteurs. Aujourd'hui, nous avons un marché qui est assez exigeant.
nous avons les directives des pays consommateurs. Nous avons l'Union européenne qui a pris un règlement sur la déforestation importée. Donc en faisant déjà la norme ARS-MIT, le producteur se met aux normes. Mais bien plus, cette norme permettra de traiter la question de la traçabilité du cacao durable du champ jusqu'à l'exportation, la question des pires formes de travail des enfants et celle de la déforestation et du changement climatique. De quoi garantir de façon durable l'accès du cacao ivoirien à des marchés européens de plus en plus exigeants. Voilà, la gestion du cacao en Côte d'Ivoire respecte des normes, tout comme l'eau. Et c'est à Bakou, à l'occasion de la COP29, que la stratégie est déroulée. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont partagé leur expérience en matière de gestion durable des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Grâce Kando, Adam Sangari. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent leur expérience en matière de gestion durable des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Selon des experts du domaine, les ressources en eau subissent les effets néfastes de ce phénomène avec la baisse des débits des cours d'eau, la destruction du couvert végétal et des inondations de sites de captage d'eau. L'alimentation en eau potable est fortement tributaire des changements climatiques. Lorsque l'approvisionnement en eau potable ne se fait pas correctement, il y a fort à parier qu'il y a manque de ressources. Il y a fort à parier également qu'il y a contamination de ressources par des activités anthropiques. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes en identifiant, n'est-ce pas, un certain nombre de projets structurants qui consistent à prendre l'eau où elle est, à faire des barrages collinaires, à retenir les ressources pluviales qui arrivent pour régler l'ensemble de ces problèmes qui sont posés. Il y a une nouvelle approche de gestion que le Burkina Faso a adoptée depuis les années 90, qui est la gestion intégrée des ressources en eau, qui consiste à prendre en compte les besoins de tous les acteurs à la gestion de ces ressources en eau, afin de garantir l'eau pour les différents usages. Selon la Sodexam, les variations climatiques influencent le niveau des fleuves et des nappes souterraines, affectant ainsi l'accès à l'eau. En termes de variables climatiques, les températures sont en hausse perpétuelle depuis les années 80. Une hausse moyenne de 0,5 degrés, mais qui cache les aspérités régionales. Par exemple, l'année 2021, on a eu une hausse de température de plus de 1 degré. C'est énorme. L'eau de pluie est la première source d'énergie hydrique. Lorsque cette source-là commence à diminuer, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est le rôle de la météo, de surveiller le climat et évaluer le potentiel hydrique et de faire des rapports pour aiguillonner la décision des gouvernants. En termes de mesures d'adaptation liées aux effets néfastes des changements climatiques, l'Office national de l'eau potable a adopté une approche de gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place d'un plan de maintenance et de développement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau. Allons à cet autre rendez-vous qui sera bénéfique pour notre pays. Ambition Africa, une plateforme dédiée aux opérateurs économiques africains et français. Occasion pour la ministre Françoise Remarque de présenter les atouts des industries culturelles et créatives. Khalil Diomandi. Pour la 6e année de suite, le Gotha des chefs d'entreprise et ministres africains se réunit à Paris pour plancher sur l'amélioration du partenariat France-Afrique. À l'ouverture de l'édition 2024 du rendez-vous Ambition Africa, la France réaffirme sa volonté d'aller encore plus loin dans sa collaboration avec les pays africains. En 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 64 milliards d'euros. L'Afrique est l'un des moteurs de la croissance du XXIe siècle. J'ai la conviction qu'une partie de l'Europe et une partie de l'avenir de l'Europe est en Afrique, avec l'Afrique. Bâtir une coopération plus saine et plus équilibrée entre l'Hexagone et l'Afrique, c'est l'appel que lancent les hommes et femmes d'affaires africains à cette rencontre. On veut des partenariats qui soient gagnant-gagnant, on veut un New Deal, on veut une manière beaucoup plus respectueuse en fait finalement de penser le développement économique, de penser la relation d'affaires en tant que partenaire d'égal à égal. Il faut qu'on passe de cette relation encore très empreinte de condescendance postcoloniale. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin aujourd'hui de discours compassionnels, elle a besoin de partenaires parce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée,
parce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas avoir de téléphone portable dans votre poche s'il n'y avait pas des terres rares qui venaient du Congo. Au rang des speakers de la 6e édition d'Ambition Africa, la ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remac, vante les potentialités du secteur des industries culturelles et créatives qui représente 4,3% du PIB en Côte d'Ivoire, avec plus de 600 000 emplois. Les industries culturelles et créatives peuvent répondre à la problématique de l'employabilité parce que dans ce secteur, on retrouve beaucoup de jeunes, innovants, créatifs. On a présenté les infrastructures autour du parc des expositions qui permet aujourd'hui d'organiser de très gros événements. La Coupe d'Afrique des Nations a également été un modèle en matière d'atouts à la fois sportifs et culturels qui a été montré aux yeux du monde entier. Grâce à l'appui et l'accompagnement et de partenaires économiques, nous pouvons accélérer le développement dans les industries culturelles et créatives. L'Ivoire insisté Cheikh Salah, médaillé de bronze au JO de Paris 2024, est la guest star de la 6e édition d'Ambition Africa. Il partagera avec le public son parcours de champion de taekwondo et ses projets futurs. Et quand on évoque le sport, on n'est jamais loin de la culture et cette page noire. L'artiste peintre ivoirien Monébou s'est éteint le 17 novembre à l'âge de 80 ans. Né à Anyama, Zosonkwa, Monébou a étudié à l'école normale d'Abidjan avant de se spécialiser dans les beaux-arts à Abidjan, puis à Marseille. Ses premières œuvres datent de 1973. Monébou utilisait une technique particulière, la peinture par jet. L'artiste ne fait pas d'esquisse de dessin avant de peindre. Il se tient debout à distance de son chevalet et éclabousse la toile sans la toucher. Chaque projection forme des pointillés et ce graphisme donne des portraits de femmes, d'enfants ou des scènes de vie. Dans la finance islamique, cet enfant alimenté par les dons, legs et autres donations, le WACF est un outil d'aide et de soutien au développement économique et social. Un atelier pour asseoir les bases du développement du WACF en Côte d'Ivoire s'est tenu ce lundi. On les détaille avec Léon Brou. C'est un fonds de 35 milliards avec un potentiel mondial de 500 milliards de dollars par an. Le WACF, un levier de développement économique et social peu développé en Afrique. Seulement 2% des actifs de la finance islamique mondiale. Cette faible part de marché indique tout simplement un grand potentiel inexploité. Donc c'est une opportunité en soi, offrant des opportunités significatives pour élargir l'accès aux services financiers et surtout mobiliser de ressources pour des projets durables et inclusifs. Soumis donc à l'examen des experts, les mécanismes juridiques et financiers du WACF, le cadre de réglementation et de régulation de la finance islamique dans l'espace UEMOA. 3 jours de réflexion pour le déploiement du WACF en Côte d'Ivoire avec l'appui du gouvernement à la demande de la communauté musulmane. Nous souhaiterions que le gouvernement intègre le projet WACF dans l'ordonnancement juridique, économique et financier de la Côte d'Ivoire. Le WACF contribue durablement à la résilience et à la cohésion sociale. Au regard de son potentiel, le gouvernement de Côte d'Ivoire envisage d'intégrer ce puissant outil dans un appui complémentaire aux efforts entrepris pour accélérer notre marche vers la croissance inclusive. Instrument de la finance islamique, le WACF s'alimente de dons, legs et autres donations. Son déploiement en Côte d'Ivoire dans le prolongement du partenariat entre le ministère en charge de l'économie et la Banque islamique de développement. C'est également le fruit d'un partenariat entre la société Miss France et le ministère du Tourisme qui vient d'aboutir. La Côte d'Ivoire a été choisie pour le voyage de préparation des 30 finalistes du concours Miss France 2025. Elles vivront une expérience exceptionnelle, selon le ministre Siandou Fofana. Patricia Omouetia. Les 30 jeunes femmes en lice pour l'élection de Miss France 2025 ont fait une arrivée en fanfare à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et c'est en rythme que les reines de beauté ont posé le pied en Côte d'Ivoire. Des sauts, des mains qui claquent, des cris de joie, les candidates ont transformé la piste d'atterrissage en piste de danse. Menées par Miss Bourgogne, Miss Lorraine et Miss Corse, les candidates ont eu la surprise de découvrir musiciens et danseurs costumés à leur descente d'avion. La plupart de leurs camarades n'avaient pas encore touché
touché terre que certaines se sont débarrassées de leurs valises à la hâte pour rejoindre la fanfare. D'Abidjan, on a beaucoup de séances photos qu'il va falloir exécuter. Il y a des cours de catwalk, de défilé, de maquillage. Il y a un bon gros programme. Elles vont créer des liens, des amitiés, elles vont se découvrir, elles vont partager des moments inoubliables et ça restera gravé à vie dans leur mémoire. Le lendemain, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2025 étaient toutes présentes à la conférence de presse organisée par le ministère du Tourisme pour situer l'enjeu de leur arrivée et partager les temps forts de leur séjour en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir choisi notre sublime Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et terre d'opportunité. Oui, la tradition en Côte d'Ivoire, c'est d'accueillir et surtout de faire en sorte que vous venez une fois et que vous venez toujours en Côte d'Ivoire parce que ce pays, notre plus grande réussite, c'est la population très accueillante. Au fil d'un programme chargé, les Miss visiteront notamment la baie de Grand Bérébi. La Côte d'Ivoire regorge de trésors et offre la chance de les découvrir. Les principales activités vont tourner autour de la biodiversité. Et la solidarité ivoirienne est aussi à découvrir à l'image de cette jeune ivoirienne. Awa Diallo, la trentaine, révolue, est depuis plus d'une dizaine d'années maintenant à la tête d'un commerce de lingerie. Grâce à son activité, plusieurs jeunes ont acquis leur indépendance. Awa Diallo, un visage de la Côte d'Ivoire solidaire, signé Alexis Ouedraogo, Anel de Crisa, Aziz Ganiyou. Cet après-midi, aidée de ses assistantes, Awa Diallo prépare d'importantes commandes. Mais elle n'a pas demandé collant. Ces colis iront vers des villes de l'intérieur, mais aussi à l'étranger. Ernestine, le colis de Cameroun, là, tu as fait. C'est son carton qu'elle a. Sage-femme de formation, Awa a pris le pari il y a quelques années de se lancer à plein temps dans sa passion, la vente de lingerie fine, élargie aux vêtements pour enfants. J'avais des problèmes à trouver de la lingerie de qualité moins chère. Donc j'ai commencé à importer. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient le même besoin de lingerie de qualité. Et puis l'accessibilité, c'est vrai, mais le coût aussi, c'était un vrai phénomène. Il fallait aussi avoir la disponibilité sur place pour ne pas attendre toujours les commandes. Parfois, quand tu commandes en ligne, on t'arnaque. Parfois aussi, ça ne vient pas en ta taille. Parfois, c'est ta taille, mais ça ne te rentre pas. Donc, je voulais que les Ivoiriens aient le stock ici, sur place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur un parasol, après dans un conteneur de 2 mètres carrés. Et puis, par la suite, un petit magasin. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une structure, une entreprise. Samira, tu connais la gare du Tchad? 5 années plus tard, grâce à son courage, sa détermination et son abnégation, Awa est à la tête de 2 boutiques qui ont pignon sur rue. Après avoir préparé ses colis, cap sur sa 2e boutique à quelques 500 mètres. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont une cantine sociale aujourd'hui? Awa doit y apprêter un autre type de paquet, les kits sociaux. Très souvent sollicité par des jeunes et des femmes issus de milieux défavorisés, l'entrepreneur a mis en place un système de financement particulier qu'elle nomme MGA Finance. C'est un kit qui finance des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Tu n'as même pas 5 francs sur toi. Tu viens, on te donne la marchandise de ton 5 000, tu t'en vends et puis tu viens rembourser. Grâce à cette aide, Awa participe à sortir plusieurs familles de la précarité. Avant, je l'avais habillé. Quand cette est venue, il a expliqué mon problème à cette tour. Quand cette est venue, elle a expliqué mon problème. Elle m'a envoyé chez Awa. Aujourd'hui, ça va. Il y a pris quelque chose de 50 000, mais aujourd'hui, il peut prendre un bagage même de 1 million. En tout cas, aujourd'hui, ça va. J'ai un magasin même aujourd'hui, ça va. Dans la rue, mais souvent, il peut dormir dehors. Allez là, il arrive à ramener un peu d'argent à la maison, au village à ma maman, à mes petites soeurs qui sont sur maison, qui leur donnent un peu d'argent. Pour ces femmes et jeunes, Awa est l'espoir d'un nouveau départ. Moi, au début, quand j'ai commencé, sincèrement, je n'avais rien. Premier jour même quand je suis venu prendre bagage, quand je partais, il n'y avait pas caché. C'est elle-même qui m'a donné le transport. Quand je partais. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème de 500 000, moi, je peux régler. Modèle de discipline, de travail et d'union dans une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, Awa Diallo est un entrepreneur inspirant qui démontre qu'à force de travail,
l'on peut transformer ses rêves en réalité. Son nouvel objectif est d'aider encore plus de jeunes et femmes à être indépendants financièrement. Voilà, Awa Diallo, un visage de la Côte d'Ivoire solidaire, sujet signé Alexis Ouedraogo, Anel de Crisa et Aziz Ganiyou. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, en Afrique du Sud, plusieurs centaines de mineurs clandestins sont toujours retranchés dans le fond d'une mine d'or à Stilfontein. Ce lundi 18 novembre, le chef de l'État Cyril Ramaphosa est revenu sur ce sujet qui fait polémique dans le pays, apportant son soutien à la répression contre les mineurs illégaux. Dans un pays où le taux de chômage atteint les 30%, de nombreux Sud-Africains voient d'un mauvais œil ces mineurs clandestins dont la majorité viennent des pays voisins. Et puis l'opposant Abdirahman Mohamed Abdoulaye, dit Hiro du parti Wadani, remporte l'élection présidentielle au Somaliland avec 63% selon la commission électorale NEC. Les électeurs de ce territoire autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 1991 ont fait le choix du changement après 2 années de crise. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.